Ma belle-fille a hurlé, ta mère est partie. Qui va payer l'addition? Pendant son dîner d'anniversaire lorsque je suis allé aux toilettes et que je n'en suis jamais revenu. À 2 heures du matin, ils ont fait irruption chez moi, fou de rage et prêt à m'affronter. Mais quand mon fils a allumé la lumière, il a hurlé de panique. Votre mère est partie. Qui va payer l'addition? Cette question stridente de Bianca a transpercé le jazz ambiant et le léger murmure du bistrot chic comme un couteau dentelé. Toutes les têtes de le miroir se sont tournées. Les serveurs sont figés en plein mouvement, des plateaux de verre en cristal en équilibre précaires sur leurs doigts. C'était censé être une célébration du 32e anniversaire de Bianca, un événement soigneusement organisé avec 15 de ses amis les plus proches et les plus photogéniques. J'étais assise à l'extrémité de la table, sirotant un verre d'eau du robinet, me sentant comme une tache sur un drap de soie. Et, il y a quelques instants, je m'étais levé, j'avais serré mon sac à main en cuir usé contre ma poitrine et m'étais dirigé vers les toilettes des dames. Sauf que je ne me suis pas dirigé vers les toilettes des dames. J'ai marché droit devant le pupitre d'hôtesse en acajou, j'ai poussé les lourdes portes vitrées et je suis sorti sous la pluie mordante de Seattle. Un taxi jaune était garé au trottoir, son panneau à louer brillant comme un phare dans la brume. Je n'ai pas regardé le chaos que j'avais laissé derrière moi. Je n'ai pas regardé le désarroi, les cris, ni le chèque impayé qui s'élevait à près de $600. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir mon fils, Julien, parcourir frénétiquement la pièce pendant que Bianca proclamait bruyamment que j'avais gâché l'esthétique de sa soirée parfaite. Cette marche de la table au taxi fut les 10 mètres les plus longs de ma vie. Mais, en claquant la portière de la voiture et en donnant mon adresse au chauffeur, j'ai senti la première véritable inspiration d'air entrer dans mes poumons depuis 3 ans. Cependant, ce départ n'était que le prélude. La véritable tempête a éclaté à 2 heures du matin. 15 minutes plus tard, lorsque Julien a ouvert la porte d'entrée de mon bungalow de style craftsman, le cri qui lui a déchiré la gorge n'était pas un cri de colère, mais de panique pure et simple. Il s'attendait à me trouver en pleurs dans ma chambre, ou peut-être caché dans la cuisine. Au lieu de cela, il m'a trouvé assise dans mon fauteuil à oreilles préféré, dans le salon. Les lumières étaient tamisées. À côté de moi, de grandes valises étaient étroitement emballées. Sur la table basse, une seule enveloppe Kraft reposait, lourde comme un marteau de juge. J'étais assise là, complètement calme, les mains jointes sur mes genoux. Je savais qu'il viendrait. Je savais qu'après l'humiliation de devoir fouiller leurs cartes de crédit devant leurs amis riches, après l'embarras d'être abandonnés par la femme qu'ils traitaient comme un portefeuille ambulant, il viendrait pour le sang. Il viendrait exiger une explication. Il pensait probablement pouvoir me forcer à m'excuser, me forcer à réparer le désordre financier et me ramener dans la boîte qu'ils avaient construite pour moi. Mais la femme assise sur cette chaise n'était plus Evelyn Vance, le paillasson. Cette nuit-là, à 62 ans, j'avais enfin quitté la peau de la mère pratique. J'étais devenu quelqu'un d'autre, entièrement. Quelqu'un qui avait trouvé le courage terrifiant et exaltant de dire « ça suffit ». Pour comprendre comment une mère en arrive au point de quitter son unique enfant, il faut comprendre que ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas un moment de folie passagère, comme Julien l'avait crié au gérant du restaurant. C'était le résultat d'une érosion lente et agonisante. C'était le résultat de milliers de petites coupures, de mois d'orgueil ravalé, et du dangereux mensonge que je m'étais raconté, selon lequel l'amour d'une mère exige l'anéantissement complet de sa propre dignité. Cela a commencé subtilement, il y a environ 2 ans. Julien m'a appelé un mardi pluvieux. Il a utilisé ce ton de voix spécifique, doux, légèrement plaintif, la voix du petit garçon qui s'était écorché le genou. Je connaissais ce ton. J'avais été conditionné à y répondre pendant 32 ans. Julien était maintenant un cadre marketing,
marié à Bianca, une femme dont la carrière semblait tourner autour de la prise de photos de l'art coûteux. Il conduisait des voitures de luxe louées. Il portait des marques de créateur. Maman, avait-il dit, sa voix tremblant légèrement, je suis dans une impasse. C'est embarrassant de demander. Mon cœur avait battu contre mes côtes. Une mère suppose toujours le pire, un cancer, un accident de voiture. Un licenciement. Qu'est-ce que c'est, Jules? Tu es blessé? Non. Non. Nous sommes en bonne santé. C'est juste que, eh bien, nous avons eu un problème inattendu avec la plomberie du condo, et le chèque de commission de Bianca est retardé. Nous sommes à court pour le prêt immobilier ce mois-ci. Pourrais-tu nous avancer $600 juste jusqu'au 1er du mois? Je promets. $600. Ma pension, après 40 ans comme infirmière scolaire, était fixe. Je vivais confortablement, mais avec parcimonie. Je budgétisais chaque tasse de café. Mais c'était mon fils, mon seul garçon. Bien sûr, Julien. Je le transférerai demain matin. Tu es une sauveuse, maman. Sérieusement, je te rembourserai dans 2 semaines. Il ne m'a pas remboursé. Dans 2 semaines. Il ne m'a pas remboursé du tout. Le mois suivant, c'était une réparation critique pour le cabriolet vintage de Bianca, $400. Puis vint leur dîner d'anniversaire, où sa carte avait eu un problème, et pouvais-je simplement lui Venmo $200? Puis vint l'abonnement exclusif à la salle de sport qu'il ne pouvait pas annuler sans frais. En 8 mois, je leur avais prêté près de $4000. Chaque fois que j'abordais doucement, timidement le remboursement, le visage de Julien s'effondrait en un masque de déception. Maman, je pensais que tu nous aidais parce que tu nous aimais. Je ne savais pas que c'était une transaction. Je ne savais pas que tu tenais un registre. Ces mots étaient de la culpabilité militarisée. Ils me faisaient me sentir petite, avare et froide. Je me sentais comme un avare thésaurisant des centimes pendant que mes enfants luttaient. Alors, j'ai arrêté de demander. Et ils ont cessé de prétendre qu'ils paieraient un jour. La dynamique de nos visites a également changé. Fini les dimanches après-midi où Julien venait juste pour parler, pour manger mon rôti de porc, pour me poser des questions sur mon jardin. Maintenant, il n'apparaissait que lorsqu'il y avait une crise qui nécessitait un chéquier. Bianca venait rarement. Et quand elle venait, elle traitait ma maison comme une salle d'attente. Elle s'asseyait sur mon canapé, faisant défiler son téléphone, répondant à mes tentatives de conversation par des grognements monosyllabiques, refusant la nourriture que j'avais passé des heures à préparer parce qu'elle n'était pas assez sans gluten ou assez bio. Le point de rupture a commencé à se former un vendredi soir, il y a 3 mois. J'étais dans ma cuisine, préparant un simple ragoût de légumes, quand j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Julien avait toujours une clé pour les urgences. Et, maman. On a ramené des plats à emporter, de la cuisine thaïlandaise. Julien est entré, suivi de Bianca, qui était chargée de sacs de shopping des boutiques du centre-ville. Pendant une seconde fugace, j'ai ressenti une étincelle de joie. Il m'avait surprise. Il voulait dîner avec moi. Oh, chérie, c'est tellement gentil. J'ai du ragoût sur le feu, mais laisse le ragoût, dit Julien, en laissant tomber ses clés sur le comptoir. Nous sommes affamés. Ils ont pris possession de ma cuisine. Ils ont déballé les récipients en plastique, pris des assiettes dans mes placards et se sont assis. Je me suis jointe à eux, souriante, désespérée de me connecter. Comment se passe la campagne de marketing, Julien? Bien. Stressant. Il n'a pas levé les yeux de son pas de taille. Bianca, passe le sriracha. Julien,
As-tu apporté la bouteille de pinot noir que nous avions laissée ici? La dernière fois? Demanda Bianca, en regardant autour d'elle. Elle est dans le frigo, maman. Peux-tu la prendre? Je me suis levé. J'ai cherché le vin. Une bouteille qui coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. J'ai versé 2 verres. Ils ne m'en ont pas offert. Ils ont mangé rapidement, parlant par-dessus ma tête de personnes que je ne connaissais pas. D'influenceurs qu'ils méprisaient et de fêtes auxquelles ils avaient assisté. J'étais assise là, trempant ma cuillère dans mon ragoût, me sentant comme un fantôme hantant ma propre salle à manger. Quand la nourriture fut partie, Julien repoussa sa chaise et soupira. Maman, nous devons te parler de quelque chose d'excitant. Voilà, le discours. Bianca et moi avons besoin d'une pause. L'année a été brutale. Nous avons trouvé cette incroyable retraite de bien-être. À Sedona. C'est parfait. Yoga, méditation, randonnée. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour recharger notre mariage. Ça a l'air charmant, dis-je prudemment. Ça l'est. Le problème est que nous devons réserver ce soir pour obtenir la réduction. Et avec les paiements de voiture ce mois-ci, il s'interrompit. Il n'avait pas besoin de finir. Le silence planait dans l'air, lourd et expectant. Combien, Julien? 2500 $. Cela couvre tout pour une semaine. 2500 $. C'était 3 mois de mes frais de subsistance. C'était mon fonds d'urgence pour la réparation du toit dont je savais que j'aurais besoin l'hiver prochain. Julien, je n'ai pas ce genre de liquidité en ce moment. Bianca leva les yeux de son téléphone. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, vif et scrutateur. Tu n'as pas d'économie? Oui, mais c'est pour les urgences. Pour quand je tombe malade, ou si la maison a besoin de travaux. Qu'est-ce qui est plus important que la santé mentale de ton fils? Demanda Bianca. Sa voix était douce, mais il y avait une pointe acérée en dessous. Evelyne, Julien se tua. La tâche. Il mérite cela. Si mes parents avaient l'argent, ils le donneraient en un clin d'œil. Ils comprennent que la famille soutient la famille. La façon dont elle a prononcé mon nom, Evelyne, pas maman, pas Madame Vance, juste Evelyne. C'était un jeu de pouvoir. Je vais vérifier mon compte, ai-je murmuré. Merci, maman. Tu es la meilleure. Le sourire de Julien revint, radieux et creux. Ils sont partis 20 minutes plus tard, emportant le reste du vin et laissant les récipients de plats à emporter sales sur ma table. J'étais assise là, dans le silence, sentant le parfum persistant de Soso. Cacahuètes épicées et de parfums chers, et j'ai pleuré. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la réalisation écrasante que je n'étais rien de plus qu'une ressource. J'étais un distributeur automatique avec un battement de cœur. J'ai transféré l'argent. Ils sont allés à Sedona. Pendant cette semaine, Julien a envoyé 2 messages textes. L'un était une photo de VIP de Canyon de Roche-Rouge. Le second était un SMS. Le dernier jour, rentrant à la maison, épuisé mais heureux. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Pendant cette même semaine, j'ai attrapé une grippe sévère. Je suis restée alitée pendant 3 jours, fiévreuse et tremblante, incapable de me rendre à la pharmacie. Ma voisine, Madame Higgins, a dû m'apporter de la soupe et de l'aspirine. Où est ce fils de toi? Avait demandé Madame Higgins, arrangeant les oreillers derrière mon dos. Il est en retraite de bien-être. Il avait besoin de se ressourcer. Madame Higgins m'avait regardé avec une pitié si profonde qu'elle m'avait frappé physiquement. Elle n'avait pas dit un mot, mais ses yeux hurlaient la vérité que j'essayais d'ignorer. À leur retour, les demandes ne se
Sont pas arrêtées. Elles se sont accélérées. Un nouveau canapé parce que l'ancien ne correspondait pas au feng shui. À compte pour un appartement plus grand et plus élégant dans un quartier branché. Parce que l'ancien étouffait leur créativité. Maman, m'a dit Julien un dimanche matin, debout dans ma cuisine en buvant le café que j'avais moulu à la main. Pense à cela comme à un investissement. Nous avons besoin d'une chambre d'amis pour que tu puisses venir rester confortablement avec nous quand tu seras plus âgé. Nous faisons cela pour nous, pour la famille. Pour la famille. Cette phrase était la serrure de mon portefeuille, et la culpabilité était la clé. Je leur ai donné $1 500 de plus pour la compte, mais l'invitation à rester n'est jamais venue. Quand je les ai aidés à déménager, passant 12 heures à nettoyer leur ancien appartement pour qu'ils récupèrent leur caution, Julien ne m'a même pas proposé de me raccompagner. On est juste tellement épuisé, maman, a-t-il dit, debout dans le couloir vide de l'ancien appartement. Tu peux prendre un Uber? On te le paiera par Venmo. Ils ne m'ont jamais payé par Venmo. J'ai pris 2 bus sous la pluie pour rentrer, mes genoux me faisaient mal à force de frotter les plaintes, mon cœur me faisait mal à cause de quelque chose de bien pire. Le point culminant est arrivé avec l'anniversaire de Bianca. Les Miroises, 20h. Le code vestimentaire est chic, disait le message de Bianca. Pas une question. Une convocation. Et Evelyne, ajoutait un SMS de suivi, comme il y a tellement de monde, Julien et moi espérions que tu pourrais payer l'addition du vin. Ou peut-être couvrir les entrées? Ça nous aiderait vraiment puisque nous recevons. J'ai regardé mon solde bancaire. Il saignait rouge. J'avais entamé le capital de mon petit fonds de retraite, mais j'y suis allé. J'ai mis ma plus belle robe, une robe fourreau bleu marine que je possédais depuis 10 ans. J'ai porté les perles de ma mère. Je voulais avoir l'air digne. Le dîner était une démonstration d'excès qui me retournait l'estomac. Des plateaux d'huîtres, des tours de fruits de mer, des bouteilles de champagne importées qui coûtaient plus que ma facture de service public mensuel. Julien riait, fort et bruyant, jouant le rôle de l'exécutif à succès. Bianca tenait la cour, prenant des photos, acceptant des cadeaux emballés dans du papier argenté. J'étais assise au bout de la table, coincée entre une amie d'eux. Bianca qui dessinait des sacs à main et un homme qui passa toute la nuit à parler de crypto-monnaie. Personne ne m'a parlé. Julien ne m'a pas présenté. J'étais de nouveau un fantôme. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a placée au centre de la table, sur un petit plateau d'argent. Elle était là comme une mine terrestre. Julien l'a prise. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il s'est penché vers Bianca, chuchotant de toute urgence. Elle a froncé les sourcils, puis a regardé le long de la table. Ses yeux se sont fixés sur moi. Evelyne, appela Bianca. La table se tut. Viens ici une seconde. Je me suis levé, mes jambes lourdes, et j'ai marché jusqu'au bout de la table. Regarde, dit Julien, sa voix basse, essayant de garder son calme. L'addition est un peu plus élevée que prévu. C'est $1,200. Nous pouvons couvrir la moitié. Peux-tu prendre le reste? Tu sais, comme ton cadeau à Bianca? $600. J'ai regardé mon fils. Il transpirait. Il avait l'air terrifié de perdre la face devant ses amis. Puis j'ai regardé Bianca. Elle n'avait pas peur. Elle était agacée. Elle me regardait avec un pur sentiment de droit, attendant que je nettoie leur désordre. Je n'ai pas $600, Julien, dis-je doucement. Maman, ne commence pas, siffla-t-il. Tu as ta carte de crédit? Utilise juste la Visa. On s'arrangera plus tard. On s'arrangera plus tard, le mantra de l'addict, le mensonge de l'utilisateur.
L'anniversaire de Bianca n'arrive qu'une fois par an, dit Bianca, la voix montant, s'assurant que les tables voisines puissent t'entendre. Tu vas sérieusement nous embarrasser pour deux. L'argent? Après tout ce que nous faisons pour toi? Qu'est-ce que vous faites? Pour moi? La question s'échappa avant que je ne puisse l'arrêter. On te laisse faire partie de nos vies, a rétorqué Bianca. On t'inclut. La plupart des gens mettent leur mère en maison de retraite et les oublient. Nous, on t'invite à dîner à l'Émiroise. La cruauté de la chose m'a coupé le souffle. Les invités regardaient fixement. Le serveur se déplaçait inconfortablement. Maman, s'il te plaît, supplia Julien, ses yeux parcourant la pièce. Paix juste. Tu fais une scène. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un grand bruit. C'était une rupture silencieuse et décisive. Le cordon qui m'avait attaché à eux, le cordon tissé d'amour, de culpabilité et de devoir, s'est finalement effiloché et brisé. Je vais aux toilettes, ai-je dit. Bien, expira Julien. Reviens vite. Je suis parti. J'ai dépassé les toilettes. J'ai franchi la porte. Maintenant. Assise dans mon salon à 2 heures du matin, regardant Julien hyperventiler à la vue de mes valises, je ressentais une paix étrange et froide. Qu'est-ce que c'est? Julien balbutia, désignant les bagages. Maman, pourquoi tes sacs sont-ils faits? Où crois-tu aller? Je pars, Julien. Partir? Partir où? En vacances? Non. Je déménage. Bianca s'avança, son mascara maculé, sa façade parfaite se fissurant. Déménager? Tu ne peux pas. Déménager. Tu vis ici. C'est ta maison. J'ai tendu la main vers l'enveloppe. Kraft sur la table et je l'ai fait glisser vers eux. Lisez ça. Julien a arraché les papiers. Ses yeux ont parcouru le jargon juridique. Son visage s'est vidé de sa couleur, virant à un gris maladif. Tu as vendu la maison? Je l'ai vendue il y a 3 semaines à un acheteur au comptant. La transaction a été finalisée hier. Les nouveaux propriétaires prendront possession le 1er du mois. Vous avez 5 jours pour enlever toutes les boîtes que vous avez encore stockées dans le garage. Tu as vendu la maison? Hurla Bianca. Mais cette maison c'est notre héritage. C'est le patrimoine familial. Comment as-tu pu la vendre sans nous consulter? C'était ma maison, Bianca. Mon nom était sur l'acte. Mon mari et moi l'avons payé. Je n'avais pas besoin de votre permission. Mais où est l'argent? Demanda Julien, sa voix montant d'un cran. Les maisons dans ce quartier se vendent 600 000 $. Où est le chèque? J'ai payé mes petites dettes, dis-je calmement. J'ai mis de côté assez pour mon déménagement. Et le reste, environ 400 000 $, je l'ai donné. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence d'une bombe qui venait d'exploser, aspirant l'oxygène de la pièce. Murmura Julien. À qui? À un refuge pour les victimes d'abus financiers et émotionnels. Dis-je, le regardant droit dans les yeux, parce que j'ai réalisé que c'est ce que j'étais. J'étais une victime, et les agresseurs étaient les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. C'est insensé, cria Bianca. Nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes une famille. Nous avons emprunté de l'argent. C'est ce que font les familles. Je me suis levé. La famille se respecte. La famille ne traite pas sa mère comme une servante. La famille ne l'invite pas à dîner juste pour lui faire payer l'addition. La famille ne la fait pas se sentir invisible. Je suis ton fils, Julien s'est avancé vers moi, les mains serrées. Tu me dois
Tu m'as élevé pour que je compte sur toi. Je t'ai élevé. Pour que tu sois un homme, Julian. En chemin, tu as décidé qu'il était plus facile d'être un parasite. Je l'ai permis. J'en prends la responsabilité. Je t'ai appris que tu pouvais me traiter de cette façon. Mais ce soir, la leçon est terminée. Tu ne peux pas faire ça. A-t-il plaidé, le désespoir revenant dans sa voix. Nous sommes fauchés, maman. Nous avons épuisé nos cartes pour payer le dîner de ce soir. Nous sommes en retard pour le nouvel appartement. Si tu pars, si tu ne nous aides pas, nous perdrons tout. Alors vous perdrez tout, dis-je. Et peut-être, dans les décombres, tu retrouveras ta propre colonne vertébrale. J'ai pris mon sac à main. Mon taxi pour l'aéroport sera là dans 10 minutes. Les clés sont sur le comptoir. Ne me cherchez pas. Ne m'appelez pas. J'ai changé de numéro. Tu vas mourir seule, cracha Bianca, venimeusée. Tremblante. Tu vas pourrir dans une maison de retraite sans personne pour te rendre visite. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme un monstre, mais comme une enfant triste et superficielle. Je préfère être seul et en paix, Bianca, que d'être entouré de gens qui ne m'aiment que pour ce que je peux leur acheter. Le taxi a klaxonné dehors. Je suis passé devant mon fils, qui était affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pris l'avion pour l'Oregon ce matin-là. Ma sœur, Martha, m'attendait au petit aéroport régional près de Harbor Cove. Je n'avais pas vu Martha depuis 5 ans parce que Julian avait toujours eu besoin d'eux. Moi pendant les vacances, et je ne pouvais pas me permettre le vol. Quand j'ai vu le visage de Martha, ridé, doux, et encadré par des cheveux gris sauvage, j'ai laissé tomber mes sacs et me suis effondré dans ses bras. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré la perte de ma maison, la perte du fils que je pensais avoir, les années gâchées. Martha m'a emmené dans son petit chalet surplombant le Pacifique gris et agité. Elle m'a donné la chambre d'amis avec la courte pointe jaune. Elle m'a fait du thé. Elle n'a pas posé de questions avant que je sois prête à parler. Le rétablissement a été comme une désintoxication d'une drogue. Les premières semaines, mon syndrome du téléphone fantôme était terrible. Je m'attendais toujours à ce qu'il sonne. Je me réveillais toujours paniqué, pensant que Julian avait besoin d'argent pour le loyer ou que Bianca avait besoin d'une robe. Le silence était terrifiant. Mais lentement, l'air salin a commencé à me guérir. J'ai commencé à marcher sur la plage tous les matins, à ramasser des tessons de vers de mer. J'ai trouvé un emploi dans une librairie d'occasion locale appelée The Dusty Page. La propriétaire, une femme à l'esprit vif nommée Sarah, ne se souciait pas de mon CV. Elle aimait que je connaisse la différence entre Brontë et Austen. Je me suis fait des amis, de vrais amis, des femmes de mon âge qui faisaient des randonnées le samedi et buvaient du vin bon marché le mardi, et qui m'écoutaient réellement quand je parlais. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais eu faim de connexion, essayant de subsister des miettes que Julian me jetait. Maintenant, j'étais à un banquet. Je n'ai pas eu de nouvelles de Julian pendant 6 mois. J'avais bloqué son numéro, son email et ses réseaux sociaux. Martha a agi comme une gardienne, filtrant le bruit. Elle m'a dit qu'il avait essayé de me contacter, désespéré et en colère. Puis suppliant, puis de nouveau en colère. Il perd l'appartement, me dit Martha un soir alors que nous écossions des petits pois sur la véranda. Il a dû vendre la voiture de luxe. Bien, dis-je, en sirotant mon thé glacé. Et je le pensais. Puis, 1 an plus tard, la sonnette du cottage de Martha a retenti. C'était un après-midi ensoleillé de juillet. J'étais dans le jardin, désherbant les hortensias.
J'ai essuyé la terre de mes mains et j'ai contourné la maison. Julien se tenait là. Il avait l'air différent. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par un jean et une simple chemise boutonnée. Il avait perdu du poids. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il avait l'air fatigué, usé et étonnamment humain. À côté de lui se tenait une femme tenant un porte-bébé. Ce n'était pas Bianca. C'était une femme que je ne connaissais pas, au visage doux, portant une simple robe d'été. « Maman, dit Julien. » Sa voix se brisa. Je me figeai. Mon instinct, ce vieil et dangereux instinct maternel, était de courir vers lui, de le réparer. Je plantai mes pieds fermement dans l'herbe. « Bonjour, Julien. » Il déglutit difficilement. « Pouvons-nous entrer ? Juste une minute ?» J'ai regardé Martha, qui se tenait sur le porche, les bras croisés. Elle m'a fait un petit signe de tête. C'était mon choix. « Vous pouvez venir sur le porche, ai-je dit. « Qui est-ce ? » « C'est Claire, a dit Julien. Et c'est Mia. » Il a pointé le porte-bébé. À l'intérieur, dormant profondément, se trouvait un nourrisson avec une touffe de cheveux noirs. « Bianca m'a quitté, dit Julien doucement alors que nous étions assis sur les marches du porche. Environ 2 mois après votre départ. Quand l'argent a manqué. Elle aussi est partie. Nous avons perdu l'appartement. J'ai dû déclarer faillite. Je suis désolé d'entendre cela, dis-je. Je n'en étais pas heureuse, mais je n'étais pas dévastée non plus. C'était une conséquence. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, a-t-il admis, regardant ses mains. J'ai touché le fond, maman. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 semaines. J'ai perdu mon emploi. J'ai dû travailler dans un entrepôt. J'ai dû travailler pour de vrai. Il m'a regardé. Ses yeux étaient clairs, libérés de l'arrogance qui les avait obscurcis pendant une décennie. J'ai rencontré Claire à l'entrepôt. Elle ne savait pas qui j'étais ou qui je prétendais être. Elle m'aimait juste. Nous avons une petite place à Portland maintenant. C'est minuscule. Nous luttons, mais c'est réel. Il a désigné le bébé. Mia est née il y a 3 mois, et quand je l'ai tenue, quand je l'ai regardée, des larmes ont commencé à couler. Sur son visage, j'ai réalisé ce que je t'avais fait. J'ai réalisé que tu m'aimais comme je l'aime, et je t'ai traité comme de la merde. J'ai regardé le bébé. Ma petite fille. Je ne suis pas venu pour de l'argent, dit Julien rapidement, voyant mon hésitation. Je le jure. Je ne veux pas un sou. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je voulais que tu saches que tu m'as sauvé. Si tu n'étais pas parti cette nuit-là, si tu ne m'avais pas coupé les ponts, je serais encore ce monstre. Je serais encore en train de me noyer. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une enveloppe. Je sais que je ne pourrai jamais rembourser la dette financière. Mais j'ai commencé un plan de paiement. Ce n'est que $50 pour l'instant, mais je l'enverrai tous les mois. Je promets. Il a placé l'enveloppe sur la balustrade du porche. J'ai regardé mon fils. J'ai vu les lignes d'inquiétude sur son visage, les callosités rugueuses sur ses mains dues au travail manuel. Il n'était plus le garçon gâté que j'avais laissé faire. Il était un homme qui se reconstruisait à partir de zéro. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au porte-bébé. Mia a bougé, ouvrant des yeux qui étaient exactement de la même nuance que ceux de Julien. Je peux la prendre, ai-je demandé. Bien sûr, a dit Claire, souriant doucement. J'ai pris le bébé. Elle était chaude et lourde et sentait le lait et l'espoir. J'acceptais. Excuse, Julien, dis-je en berçant le bébé. Mais les choses sont différentes. Maintenant. Je sais, dit-il humblement.
Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je suis ta mère, et je suis la grand-mère de Mia. Si tu veux une relation, elle sera basée sur le respect. Si jamais tu essaies de m'utiliser à nouveau, la porte se fermera pour toujours. Je comprends, dit-il. Je veux que tu fasses partie de sa vie. Je veux qu'elle connaisse la femme qui a eu la force de partir. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Simple poulet grillé et salade. Julien a aidé Martha à faire la vaisselle. Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois. Il ne s'est pas plaint du vin. Il a ri, un vrai rire, pas celui qu'il faisait pour ses riches amis. Quand ils sont partis pour rentrer à Portland, je suis resté sur le porche. J'ai fait un signe de la main jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent au coin de la rue. Je suis rentré. La maison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. J'ai pris l'enveloppe que Julien avait laissée. $50. C'était une goutte d'eau dans l'océan comparée à ce qu'il avait pris, mais c'était l'argent le plus précieux que j'ai jamais tenu. C'était la monnaie du respect. Je suis entré dans ma chambre et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer le son de l'océan. J'ai pensé à cette nuit au miroir. J'ai pensé à la terreur de franchir cette porte, à la peur de l'inconnu. À la culpabilité écrasante de briser le moule de la bonne mère. Cela avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais en me couchant, écoutant le rythme des vagues, je savais la vérité. On nous apprend que l'amour signifie s'accrocher, peu importe à quel point ça fait mal. On nous apprend que l'amour d'une mère doit être sacrificiel, infini et sans limite. Mais c'est un mensonge. Parfois, l'acte d'amour le plus profond n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher prise. Parfois, il faut briser le cœur que l'on aime pour sauver l'âme qui s'y trouve. Je me suis sauvé cette nuit-là, et ce faisant, j'ai aussi sauvé mon fils. J'ai fermé les yeux, respiré l'air salin et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve.